Alors, je vais vous dire, peut-être avant de sauter dans la matière, que en regardant le portrait des différentes conférences, je dis, il y a des analyses de thèmes particuliers, comme la conférence de Mistral-Goudreau qui parlait du droit d'auteur, et effectivement, là, il y a un problème d'inflation. Si quelqu'un voulait traiter de cette problématique en droit fiscal, on comprendrait qu'il y a 1001 exemples. Mais je me suis dit, comme je ne suis pas dans un de ces secteurs de pointe, ce qui m'intrigue, c'est en quelque sorte la mécanique, la raison d'être de cette inflation normative. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une maladie ou c'est une obsession temporaire? Je voudrais en savoir un peu plus et donc je vous livre des réflexions en cours d'élaboration, si je peux dire, sur cette question-là. Donc ça ne porte pas sur un thème particulier où l'inflation serait particulièrement prononcée, mais sur le phénomène en général. Hop. Oh. Oh oh. Bon. Comment on fait bouger cet ami-là? Ah. Ah, c'était... Bon. Alors, d'abord, l'inflation normative, ou plus spécialement l'inflation législative, quand vous en cherchez une définition, ce que vous pourriez trouver, c'est ça, l'accroissement du nombre et de la longueur des lois, et plus généralement du droit, et je pourrais ajouter aussi la croissance de la complexité de la législation. C'est pas neutre, et là, je saute tout de suite dans une source très riche sur ce phénomène-là, qui est Jean Carbonnier, qui a écrit plusieurs fois sur le trop de droit, le non-droit aussi, la législation sous la Ve République. Et dans des essais en 1979, donc ça, quoi, c'est une quarantaine d'années presque, essai sur les lois, et il dit que ce soit législative ou monétaire, l'inflation a toujours cette conséquence que la surabondance des signes entraîne leur dévaluation. Et donc, pour quelqu'un qui connaît très bien le droit, cette formule est quand même lourde de conséquences. Je vous cite également cet adage, maxime, adage, Vincent, c'est peut-être le mot qui convient le mieux. Est-ce que c'est adage ou c'est une maxime? Trop de loi tue la loi. Et il y a toutes sortes d'auteurs français qui emploient, mais notamment ces deux auteurs plus journalistes, je pense, qui ont écrit un petit livre s'appelant Ubu-loi. Trop de loi tue la loi. Et pour rester toujours parmi les auteurs français, il y a un livre tout récent, l'an dernier, qui porte sur le domaine qu'habitent Stéphane et moi, l'analyse économique du droit, par deux chercheurs d'Aix, dont Serge Schweitzer. Et ce livre dit « La production du droit », là on parle de la France, est devenue folle. Donc, manifestement, on a affaire à une problématique d'actualité. Attendez voir. Non, alors c'est comme ça. Alors je me suis dit, une fois qu'on a mis la table comme ça, quelles sont les questions qu'on pourrait se poser là-dessus? Première question, les effets prévisibles d'une inflation normative, notamment législative. Ensuite, est-ce que c'est spécifique à notre temps? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà vécu? Est-ce qu'il y en a d'autres qui en ont déjà parlé à d'autres époques? Troisième question, l'ampleur de cette inflation. J'ai quelques chiffres, on pourrait sans doute en trouver mieux. Après ça, ce qui m'intrigue, je vous ai parlé tantôt de la mécanique de l'affaire, mais ça veut dire qu'on va s'interroger sur les causes. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est des influences de facteurs externes au droit ou des facteurs à l'intérieur du droit? D'où est-ce que ça vient, cette inflation?
Et enfin, la question de savoir, remède, peut-on corriger, faut-il corriger? Dans l'ensemble, au fond, la question que je me suis posée et que je mets sur la table, c'est: s'agit-il d'une crise passagère ou d'une pathologie du droit? Alors, effet prévisible. Et là, de nouveau, je me réfère à Jean Carbonnier, qui dit dans, justement, Droit et passion du droit sous la Ve République, il dit, parmi les effets, il y en a plusieurs, mais d'abord, ignorance, non-connaissance des lois. Et un rapport tout récent, l'an dernier, sur la sécurité juridique, dit l'inflation des lois crée l'insécurité juridique. C'est quand même pas neutre. Ensuite, on revient chez Carbonnier, des lois qui sont mal appliquées. On aura du mépris des lois et du droit en conséquence. Et, dit Carbonnier, on pourra avoir la désobéissance généralisée. Et un auteur américain du nom de Shook, en parlant de la complexité du droit, renvoie à des études qui ont été faites au Pérou par De Soto, qui disait la complexité de la législation est telle que les gens contournent et créent une économie noire. Mais il faut bien comprendre, dans l'économie noire, il n'y a pas de propriété officielle, il n'y a pas de sûreté officielle, et donc il y a des coûts de transaction très considérables à utiliser ça. Donc quand le droit fonctionne mal, ça crée des coûts considérables. Et donc une des conséquences, c'est la création d'une économie souterraine, une économie noire importante. Ensuite, on revient chez Carbonnier. Une des choses que l'on fait, mais qui fait partie du problème, c'est que quand ça marche mal, quand la législation marche mal, parce qu'il y en a trop, on fait de nouveau appel aux législateurs pour corriger ce qui allait mal dans le truc. Et là, c'est trituré dans la plaie, donc c'est de nature à aggraver le problème. Et Carbonnier estime que les 3 domaines où cette inflation normative est particulièrement évidente seraient l'impôt, le droit du travail et tout ce qui est environnement, urbanisme. Et là, je viens de parler à Hugo Tremblay, qui m'a confirmé qu'effectivement, dans son domaine, c'est l'inflation galopante. Et ici plus, enfin, je pense, Vincent aussi, tu travailles dans ce secteur-là. Voilà. Alors, pour continuer dans les effets, une des choses qui va arriver, évidemment, c'est quand il y a trop de législation, ça va augmenter le coût d'accès au droit, à la justice, mais au droit en général, pour les citoyens. Coût des procédures, il y en a davantage, mais donc il faut payer ça parce qu'il y a quand même du talent humain qui est utilisé. Et aussi coût des juristes experts, parce que si vous voulez connaître votre droit alors qu'il y a une multiplication des lois, forcément vous allez devoir consulter un expert pour vous dépister dans cette matière-là. L'idéal de Portalis, de citoyens qui pouvaient connaître les lois. Et je pense on impute à Lycurge l'idée qu'on ne devait pas légiférer au-delà de ce qu'un citoyen ordinaire peut garder dans sa tête. Il avait insisté d'ailleurs pour qu'on n'écrive aucune loi, pour rester dans ses limites. Mais vous comprenez, on est très largement sorti de cette logique-là. Ce qui est évident, c'est que donc, si le coût général de l'accès à la justice augmente, ceci touche davantage les pauvres que les riches. Les petits plus que les grands auront du mal à connaître leurs droits et devront éventuellement escamoter le recours au système
du droit, pour faire valoir des droits qu'ils pourraient quand même avoir. Donc c'est un effet socialement régressif. Il y a une deuxième considération, c'est que les lois sont peut-être construites moins bien ou peut-être différemment, parce que, vous comprenez, si on veut faire plus de lois, alors que le temps des parlementaires n'augmente pas, vous pouvez augmenter le nombre de juges si vous voulez faire produire plus de décisions judiciaires, ou le nombre d'instances décisionnelles, tribunaux administratifs, mais les parlementaires, vous ne pouvez pas les augmenter, vous ne pouvez pas créer plusieurs parlements parallèles, ça ne se fait pas. Et pourtant, les lois, fondements de l'état de droit, doivent passer par le Parlement. Comment va-t-on s'y prendre? Forcément en modifiant, soit en prêtant moins d'attention, soit en modifiant les techniques de législation. Et ça aura forcément des conséquences sur la qualité du produit législatif qui nous sera offert. On en parlera un peu plus tard. Mais déjà, je peux vous annoncer qu'une des conséquences de cette contrainte de temps, c'est que les concepts abstraits généraux, on disait dans des canons de la légistique, normalement, il faut légiférer dans ces termes-là. Et vous consultez des philosophes comme Hayek qui disent la législation devait être formulée comme ça. Ouais, mais avec les contraintes de fonctionnement, nombre de lois augmentant dans un Parlement fixe, il faut employer d'autres techniques, c'est-à-dire renvoyer des questions possiblement contentieuses à d'autres instances, donc utiliser des standards, des concepts flous pour évacuer le problème, le déléguer vers d'autres personnes. Est-ce que c'est une bonne idée du point de vue de l'état de droit? Question ouverte. Mais donc, c'est parmi les effets prévisibles. À cause du plus grand nombre de lois, l'intégration des lois dans le tissu existant de lois et l'absence de contradiction avec la législation antérieure devient plus problématique que lorsqu'on avait moins de lois. Et donc, il demande plus d'attention, pas forcément des parlementaires, mais d'autres personnes, des juges de la doctrine, et il faut des méta-règles de formulation des lois de légistique pour essayer de régler ce problème-là. Une personne qui a écrit tout un livre là-dessus, c'est Calabresi, lui aussi, un des grandes têtes de l'analyse économique du droit, qui a déjà écrit en 82, ancien doyen des droits de Yale d'ailleurs, un livre qui s'appelle A Common Law for the Age of Statutes, où il dit, il perçoit dans le droit américain comment il appelle ça, une statutification, c'est-à-dire une transformation d'un droit construit pièce par pièce par les tribunaux vers un droit construit à partir de lois, mais avec des contraintes. Et donc, il essaie de développer, de s'interroger sur le type de droit style common law qui serait viable dans un univers où il faut forcément se servir davantage de lois. Je vous mentionne un autre effet, pas négligeable. Quand vous créez plus de lois, vous allez augmenter les coûts de transaction pour une opération quelconque qui fait intervenir le droit. Ceci, forcément, dira l'économiste, aura un effet je veux dire, c'est pas peut-être très important, mais ça tente à décourager l'innovation. Plus vous créez des coûts de transaction, plus il est difficile d'innover, parce que vous aurez des obstacles à votre chemin. Donc, si le phénomène est correctement observé, on devrait aussi observer que l'innovation est ralentie dans les pays où le phénomène se produit. Donc, vous
convenez avec moi que les effets prévisibles sont quand même assez sérieux. On pourrait évidemment me dire tout de suite, peut-on mesurer ces différents effets? Probablement, mais mes réflexions ne sont pas encore rendues à ce point. Alors, est-ce que c'est un phénomène nouveau de notre temps? Alors, apparemment, non. Alors, je vous cite ici quelques voix qui en ont parlé. Tacite, début de notre ère, qui dit, alors qu'on proposait des lois non plus pour tous, mais contre des individus, et jamais les lois ne furent plus multipliées que quand l'État fut le plus corrompu. Donc la multiplication des lois est associée à l'idée d'une corruption de l'État, mais corruption au sens de dysfonctionnement. Tacite, grand historien romain. On saute presque 1500 ans. Montaigne, sans doute vous avez lu ses essais, et dans le 3e livre, il fait cette observation. Nous avons en France plus de lois que tout le reste du monde ensemble. 1580. Et plus qu'il en faut droit pour régler, vous voyez bien, tous les mondes d'Épicure. Montesquieu, 2 siècles plus tard, les lois inutiles affaiblissent le nécessaire, ce qui est sans doute encore vrai, mais réunissez ces deux phénomènes et évidemment, c'est une réflexion qu'on a fait longuement pendant la Révolution française. Saint-Just, avec une part d'exagération sans doute, dit les longues lois sont des calamités publiques. Qu'est-ce qu'il dirait de nos lois à nous qui ont 40 pages et même plus? Celui qui donne à un peuple trop de lois est un tyran. Évidemment, c'est le vocabulaire de la Révolution française, mais quand même. C'est un phénomène qui était déjà connu dans d'autres temps. On a donc déjà été conscient des limites de l'instrument qu'est notamment la législation. Est-ce qu'il y a néanmoins quelque chose de spécifique à notre époque? Je crois que oui, mais on en parlera un peu plus tard. Mais donc, la problématique est connue, elle prend peut-être une coloration différente à notre époque pour des raisons qu'il faudra élucider un peu plus tard. Troisième phénomène, l'ampleur du phénomène. Alors là, de nouveau, chez Carbonnier, dans le même livre dont on a déjà parlé, ce que je voudrais accentuer ici, c'est cette remarque-ci, que les phénomènes sont, sinon universels, du moins communs à toute la civilisation capitaliste. Carbonnier était quand même bon comparatiste, donc il savait de quoi il parlait, en disant « ce n'est pas spécifique à la France ». Et le droit comparé en porte-témoignage. Donc, il serait intéressant de regarder différents pays. Et j'ai pu glaner rapidement quelques chiffres pour ces 3 pays. Le nôtre, mais hélas assez sommaire, et la France et les États-Unis. Alors, pour le Canada, j'ai pris, bien égoïstement, j'ai pris le premier de nos recueils sur la propriété intellectuelle. Ça remonte à 1994, Isolde Gendreau et moi. Et j'ai pris le dernier, l'édition 2016, et j'ai fait juste quelques comparaisons. Nombre de pages, 691 à 1200, augmentation 74%, même problématique. Nombre de lois, on était à 7,95, on est à 13 maintenant. Ah, désormais, on protège les artistes, il y a des lois provinciales qui touchent les différents types d'exécutants. Donc, augmentation 86%. Texte de loi, en nombre de pages, augmentation 72% en 20 ans.
Et le nombre de pages de règlement, là, de nouveau, augmentation 78%. C'est quand même impressionnant. Et le nombre de règlements a aussi très considérablement augmenté. Vous pouvez me dire, c'est spécifique à la propriété intellectuelle? Peut-être. Peut-être. Il faudra avoir des chiffres. J'ai essayé d'avoir des chiffres sur l'ampleur de la législation provinciale et fédérale pour le Canada dans le temps. Et là, je n'ai pas réussi à en avoir, mais pour une publication écrite, évidemment, ça vaudrait la peine d'aller regarder. Alors, passons maintenant à la France, pour lequel j'ai quand même des statistiques. Alors, je reviens à ce livre Ubu-Loi, et le livre commence avec cette observation que si nul est censé ignorer la loi, ça voudrait dire que les Français devraient connaître plus de 10 500 lois, 10 500, 120 000 décrets français, européens, 7 400 traités qui ont un effet direct quand la France les signe, et 17 000 textes communautaires, ce n'est pas des pages, c'est des textes souvent d'un certain nombre de pages, il faudrait les connaître, et des dizaines de milliers de pages de 62 codes différents. Et certains sont constamment modifiés, 6 modifications par jour ouvrables pour le Code des impôts 2006. Alors, oui, bien, c'est à peu près invivable. Maintenant, pour les statistiques, regardez le recueil des lois pour la France. Recueil des lois. 1970, 620 pages. C'est quand même considéré. 620 pages, c'est un gros livre épais. Et là, comme les Français impriment en toutes petites caractères, c'est gros. Mais déjà en 90, ça a augmenté de 60%. Et en 2005, on est rendu à 5,5 fois ce qu'il y avait en 1970. 5 fois et demi plus de volume pour l'ensemble des lois françaises. Alors, peut-être c'était Montesquieu ou c'était Montaigne qui avait bien raison. On n'a plus de loi que... Enfin. Mais vous pensez que la France est unique, peut-être? Regardez les États-Unis. Ce tableau, je n'ai pas eu la place pour le mettre, mais ça provient justement du livre de Epstein, Simple Rules for a Complex World. Alors, il faudrait que j'explique un peu ce que c'est. Federal Register, c'est une sorte de gazette officielle dans laquelle on note tout acte d'autorité adopté par le gouvernement fédéral américain. On ne parle pas des États fédéraux. Tout acte, donc c'est des ordres du présidentiel, des décrets, des lois, tout. Mais donc, en mesurant le nombre de pages, on a un indice de l'ampleur de l'activité d'autorité, si on veut, aux États-Unis. À côté, il y a Federal Report, et les chiffres qui sont marqués ici sont le nombre de pages consacrées à des décisions des cours d'appel fédérales. Les cours de première instance sont laissés de côté, mais normalement, les cours d'appel, dont on peut augmenter le nombre de juges, donnent quand même un indice de l'ampleur de l'activité jurisprudentielle. On parle du droit en général. Alors, on aurait pu dire, ben oui, si la loi ne tient pas avec l'évolution de l'économie ou avec l'évolution de la population, on peut penser que quand la population augmente, le nombre de conflits potentiels augmente également. Donc, on pourrait trouver que ces indices de volume de matière juridique tiennent le pas avec l'évolution sociale. Alors, pour mesurer ça, regardez ici la population million, 128 millions et 256, donc c'est le double.
Pour le produit national brut, pour le produit intérieur brut, cette valeur-ci est, donc on est de 36 à 91, c'est une période de 55 ans, je compte bien. Augmentation multipliée par 7 et les poussières. Ici c'est double, là c'est 7,3. Mais regardez, pour les décisions d'appel, ça dépasse l'augmentation du produit national brut. Le nombre de productions juridiques par les tribunaux d'appel évolue plus rapidement, augmente plus rapidement que la taille de l'économie. Mais regardez surtout le Federal Register, qui enregistre donc tout ce qu'on peut dire législation au sens large. L'augmentation est ici, c'est multiplié par 28. 28! 28! Et là, ce n'est pas de la législation privée, c'est la législation publique uniquement de l'État fédéral. Ça évolue un peu dans le temps, si vous regardez, jusqu'à la... pendant la guerre, augmentation parce que le gouvernement intervient beaucoup pour gérer l'économie de la guerre, mais ça quand même pas, ça a diminué un peu ici, mais ça a de nouveau augmenté. Et là, regardez ici, 70, les années quand tout d'un coup, la société est juste, etc., l'État intervient beaucoup plus. L'État fédéral intervient beaucoup plus. Il y a une petite diminution à l'époque de Reagan, mais regardez, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'on s'est remis à croître. Et les chiffres que j'ai vus informellement, mais que je n'ai pas pu mettre, laissent entendre que actuellement, nous sommes largement revenus ici. Ce qui veut dire que autant aux États-Unis qu'en France, pour prendre deux économies a priori probablement représentatives des économies évoluées, on voit une augmentation très sérieuse des actes d'autorité dans la société, si je puis dire. Donc, ça semble attester la thèse de l'inflation normative. Bon, pensons maintenant aux causes. D'où est-ce que ça vient? On pourrait penser que l'inflation normative, c'est dû à la croissance de l'économie. Mais si vous vous rappelez tantôt du tableau américain, l'inflation législative au Federal Register est beaucoup plus importante que la croissance de l'économie. Donc, à elle seule, ça ne peut pas expliquer. Les conditions sociales que le droit cherche à réguler sont devenues plus complexes et variées. Difficile à mesurer, j'ai du mal à croire que ça, à elle seule, peut expliquer beaucoup. Population plus instruite pourrait tolérer davantage de lois ou serait davantage intéressée à connaître ses obligations par des textes. Ça vaut ce que ça vaut. Toutes les composantes de l'univers juridique ont augmenté, que ce soit le droit lui-même, le nombre de juristes, la doctrine, les techniques juridiques. Mais la question que je me pose en voyant ce quatrième facteur, c'est est-ce que ceci est un facteur indépendant ou est-ce que ceci simplement est une réaction à l'inflation législative qui s'est déclenchée pour d'autres raisons? Donc, dans l'ensemble, je ne suis pas convaincu par ce premier lot de 4 facteurs potentiels. Alors, que d'autres? Alors, là, je réagis un peu en économiste. Quand une économie augmente la richesse collective, la valeur de la vie humaine va augmenter. Et ce que ça veut dire, c'est que les mesures qu'on peut justifier pour éviter des atteintes à un être humain ou à ses intérêts vont augmenter en conséquence.
Plus la société est riche, plus on va devoir payer en responsabilité civile, mais si on ne veut pas la responsabilité civile et on essaye par avance de formuler les règles, il en faudra davantage à mesure qu'une société devienne plus riche. Et on peut prévoir que d'une régulation après coup, comme le fait la responsabilité civile, on veut évoluer avec la grande médiatisation des accidents tragiques, on veut évoluer vers une régulation par avance, ce qui veut dire qu'il faut formuler des règles par avance, créer éventuellement des organismes pour faire respecter ces règles. Donc une régulation ex ante. Et bien entendu, quand on évolue vers une régulation ex ante, on touche un des fondements de l'état de droit. L'exercice du pouvoir étatique doit reposer sur une loi. Et donc ça nous oblige à légiférer, créer des lois pour fonder ça. Deuxième facteur que je pense qui pourrait influencer le phénomène dont on parle, c'est que dans une société moderne, ouverte, on accepte des personnes aux croyances et à des points de vue très variables et divergents. Par rapport à des sociétés plus homogènes, là où on accepte beaucoup d'immigration, forcément, on aura beaucoup de variabilité dans les croyances et les points de vue. Dans une société homogène, les normes implicites peuvent régler ou éviter des conflits potentiels. Dans une société qui accepte la diversité des points de vue des croyances, il faut les régler autrement. Par quoi? Par des lois. Ça serait donc une autre raison pour une inflation des lois. Je fais d'ailleurs rappeler, mais il faudrait donner des références, on pourrait donner des références, qu'on a historiquement observé que dans des sociétés ouvertes qui faisait beaucoup de commerce avec l'étranger. Le commerce lui-même était de nature à apaiser des conflits potentiels entre des personnes de points de vue différents. Alors que des sociétés qui transigeaient moins avec des étrangers avaient davantage de recours à des normes sociales pour régler des conflits éventuels. Le commerce, en d'autres mots, a une sorte de fonction socialisante. Mais dans une société ouverte comme la nôtre, elle ne suffit plus. Maintenant, un autre facteur qui peut contribuer à l'inflation normative est ceci. Dans une démocratie parlementaire, toutes les sociétés économiquement avancées ont ça, des personnes qui ont un intérêt en commun peuvent se constituer en groupe d'intérêt qui va se faire entendre par les parlementaires dans le but de faire adopter des lois qui font leur affaire. Bien sûr, les lois peuvent éventuellement se draper dans un titre d'intérêt public, mais néanmoins, elles servent surtout à favoriser un groupe précis qui met la pression, en quelque sorte, sur les parlementaires, promettant en contrepartie un appui aux législateurs qui vont adopter ce régime. Si vous voulez des exemples, j'ai l'impression que l'extension du droit d'auteur, aux États-Unis notamment, de la vie plus 50 ans vers une formule qui dure la vie plus 70 ans, aux États-Unis, était très clairement la suite d'une pression exercée par les grandes sociétés comme Disney, parce que Disney voyait que le droit d'auteur chez Mickey Mouse allait échouer, tomber dans le domaine public. Elle se dit, ben oui, mais si on peut
traire cette vache encore pendant 20 ans, ça vaut pas mal d'argent. Et donc, ils ont fait un lobby totalement efficace et la loi a été étendue. Évidemment, on va se draper dans toutes sortes de vertus en disant « oui, mais les Européens l'ont fait aussi ». Ouais, il faut savoir sous la pression de qui les Européens l'ont fait. Peut-être sous des pressions semblables. Alors, ce phénomène s'appelle la recherche de rente. Elle traduit le fait que dans une démocratie parlementaire, la législation ne fait pas nécessairement l'intérêt de tous, mais peut fort bien faire l'intérêt de groupes particuliers, tout en se drapant de grandes vertus. Et si vous voulez d'autres exemples, pensez à la protection de l'agriculture. C'est un sujet de discussion avec le grand traité qu'on s'apprête à signer au mois de février. On dit, ouais, qu'est-ce qui va arriver? La gestion de l'offre, ici, la gestion de l'offre, c'est une forme de protection des agriculteurs. On dit, ouais, mais si on ne faisait pas ça, les petits agriculteurs disparaîtraient, ce serait une catastrophe, etc. Est-ce que c'est vrai? Ce qu'on en sait, c'est qu'on paye nos produits laitiers le double ou le triple de ce que ça coûte aux États-Unis, où la protection n'existe pas de la même façon. Mais ceci n'est qu'un autre exemple de la mécanique dans une société parlementaire où les groupes d'intérêt peuvent se constituer et obtenir des législations en leur faveur. Mais si un groupe le tente, les autres seraient fous de ne pas essayer pareillement d'avoir une législation en leur faveur. Mais vous voyez bien, ça multiplie le nombre de lois qu'il faut pour protéger tout ce bon monde. Et des professions réglementées. Enfin, il y aura beaucoup d'autres exemples à trouver. La recherche de rente de ce type fait partie de la réalité des démocraties parlementaires. Ensuite, il faut hélas pas se le cacher, il y a un groupe qui profite de l'inflation normative. Et ce groupe, c'est nous tous, les juristes. Et on profite aussi de la complexification du droit. En quel sens? Pour le Parlement, les parlementaires aiment bien beaucoup de lois, des lois complexes, parce qu'on peut cacher dans la complexité des avantages qu'on accorde à des groupes précis. Ça leur donne donc aux parlementaires plus d'influence pour, en quelque sorte, acheter des voix. Les avocats, les plaidaires, les juges, évidemment, ils aiment bien parce que plus il y a de lois, plus les lois sont complexes, plus il y a matière à litige et plus il y a matière à conseil à donner et c'est payant, c'est des heures payables. Même la doctrine des professeurs de droit, les gens se disent non, on veut la simplicité, on veut les lois très lisibles. Ah oui, mais c'est quand même un beau défi de clarifier un ensemble de lois très complexes, de montrer malgré tout que ça peut se tenir, d'en dégager des principes. C'est-à-dire, quelqu'un qui écrit un livre faisant ça, il fait fortune comme auteur de doctrine chez nous. Donc, même les profs de droit ont intérêt à un droit où les lois se multiplient et le droit se complexifie. Les juristes forment un groupe d'intérêt très puissant. Ces gens gagnent bien leur vie. Ils ont des membres influents dans tous les parlements. Ça serait un autre truc qu'on pourrait regarder. Je pense qu'on avait fait pour les États-Unis. Quelque chose comme 55% des parlementaires au Congrès américain sont des juristes. Vous pensez bien, comme groupe de pression, c'est quand même drôlement efficace. Je n'ai pas fait le décompte, mais je serais intéressé à savoir le nombre de juristes qu'il y a parmi les parlementaires à l'Assemblée nationale et au Parlement fédéral. Mais probablement portion élevée. Donc c'est un lobby très efficace et difficile à déjouer. Si vous voulez simplifier la loi, oui, temporairement, les juristes sont intéressés parce que ça leur donne un autre travail
à simplifier la loi. Mais après ça, ils ont tout intérêt à de nouveau complexifier la loi, parce que ça va donner du travail. Oups, pardon. Est-ce qu'on était rendu? Oui. Et donc, je pense que ces 3 facteurs, ou ces 4 facteurs, donc le fait qu'on veut prendre davantage de précautions et que ceci prend la forme de législation, de régulation ex ante fondée sur une loi. Le fait que la loi doit faire la paix entre des citoyens qui ont des points de vue très divergents. Le fait qu'on peut constituer des lobbies qui vont chercher les avantages. Et enfin, l'intérêt prononcé des juristes pour la multiplicité de lois et la complexité des lois, me semble que ce sont des facteurs structurels inhérents à notre société. On aura du mal à contourner ça. Ce qui n'est pas sans intérêt quand on va réfléchir sur le remède, les corrections. Mais peut-être d'abord un paradoxe. En apparence, cette inflation normative, on a vu l'ampleur, c'est quand même pas mince, n'a pas fait sauter les plombs de la régulation sociale. Ah, qu'est-ce qui explique ça? Alors, peut-être une première considération, c'est la contrainte des parlementaires. Ça, évidemment, il faut en tenir compte. Les parlementaires ont un temps limité, qu'on ne peut pas augmenter, ce qui veut dire que quand on a davantage de lois, le remède, c'est prêter moins d'attention à chaque loi. C'est formuler, voter de manière moins soigneuse qu'on pourrait le faire si on adoptait moins de lois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne les canons de la légistique. Les juristes, de tout le temps, ont formulé des règles pour les bonnes lois. J'en ai évoqué quelques-uns, mais ici, citation de Pierre Mazeaud. C'est la fameuse famille des Mazeaud, les juristes français. Mais c'est dans les pères des 3 Mazeaud qui ont écrit, je pense, le grand traité de droit civil. Une bonne loi doit faire 2 pages. 2 pages. Mais plus les lois sont longues et plus elles font partie d'elles et plus elles sont médiatisées. Donc on cherche les lois longues pour faire parler les médias. Mais au fond, une bonne loi aurait 2 pages. Mais pour que la loi puisse faire l'affaire des parlementaires qui la votent, on est obligé d'abandonner des règles de bonne pratique légistique, si on peut dire. Autre contrainte doit faire sauter, peut-être on va voter des lois omnibus. Vous vous rappelez Harper, juste avant les élections, avait voté une loi omnibus qui traitait de tout et de rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que les parlementaires n'ont pas sérieusement le temps de débattre de tout ça. Mais on réussit à multiplier le nombre de mesures traduites en loi. On peut aussi employer des termes flous dans la loi sur lesquels il est facile d'obtenir un consensus. Si on avait des formulations précises, normalement le consensus est plus difficile à obtenir. Donc, une technique pour passer davantage de lois, c'est dire, utilisons des termes flous sur lesquels on est assez rapidement d'accord. Laissons à quelqu'un d'autre, tribunaux, organismes administratifs, le soin de préciser ce que ça veut dire. Est-ce que c'est bon pour l'état de droit? Je vous laisse juger. Carbonnier dit qu'il y a un autre remède implicite, c'est tout simplement l'ineffectivité des lois. Quand il y en a trop, à un moment donné, on cesse d'en appliquer un certain nombre. Et ce phénomène, sans doute, vous l'avez rencontré aussi. On m'a raconté que désormais, notre système de santé impose beaucoup d'obligations de paperasserie à des médecins.
Or, les médecins trouvent qu'au fond, ils devraient guérir des patients plutôt que faire remplir des paperasses. Et donc, tout simplement, ils ignorent ça, au grand désespoir des bureaucrates qui voulaient compiler des statistiques. Mais c'est l'inefficacité du droit. Et bon, je vous reproduis la formule toujours élégante de Carbonnier. Le droit nous anéantirait s'il était totalement appliqué, mais il ne peut pas l'être. C'est la fatalité de l'excès, Carbonnier qui parle. Et puis, deuxième facteur, on peut tabler subjectivement sur l'accoutumance, de sorte qu'on ne va plus s'émouvoir d'un changement de loi qu'on annonce. De toute façon, on n'y prête plus attention. C'est quand même une perversité. C'est Carbonnier qui parle 96, donc il y a une vingtaine d'années. Ces pratiques, normalement, auraient paralysé la machine du droit avec les appareils, les techniques pratiques qu'on avait il y a un siècle. Et qu'est-ce qui a changé? On ne l'a pas tellement ressenti, on n'a pas vécu cette paralysie grâce, je pense, aux technologies de l'information et des communications. Et je voudrais juste évoquer les facteurs qui me semblent avoir évolué grâce au TI. D'abord, la rédaction des lois est devenue nettement plus simple. On peut plus facilement modifier des textes, formuler, s'inspirer de textes ailleurs. Tout ça va plus vite et copier-coller, on peut le faire plus facilement. La recherche de textes est, sur un point précis, est devenue infiniment plus simple. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire une recherche. Peut-être ces outils ont été remisés entre-temps, mais avec les outils qui existaient dans les années 50 et 60, l'index Gagnon, il y avait une grosse table, le Lévesque qui couvrait une période de 35 à 55, qui répertoriait toutes les décisions judiciaires. C'est cauchemardesque. Désormais, on peut faire la recherche en texte intégral. Il faut peut-être chercher plusieurs fois, mais néanmoins, on a accès à tous les textes. Et désormais, l'abondance des choses que l'on trouve, au fond, nous fait prendre conscience d'une autre réalité que les Américains expriment par cette délicieuse formule « Point of view is everything ». C'est la synthèse qui compte désormais. Mais ça fait un changement radical. Ensuite, les textes, si on sait ce qu'on veut regarder, les textes sont accessibles quasi instantanément. À peu près n'importe quoi, historique, contemporain, et en un seul endroit. Vous ne vous rendez pas compte. Enfin, les bibliothèques classiques, là, pour les Français parmi nous qui ont vécu les années 60-70, pour trouver un livre dans une bibliothèque française universitaire, vous remplissez une fiche que vous laissez au comptoir, vous revenez dans 1 heure, et là, éventuellement, le livre est revenu, ou on vous dit non, c'est prêté, revenez dans 1 semaine. Tout ça est inconcevable. Désormais, ce qu'on cherche, on n'est pas encore complètement. Les livres, c'est encore ici, mais on a un rayon ouvert. Mais de plus en plus, les livres aussi sont accessibles en version électronique. Donc, vous pouvez avoir accès presque instantanément et en un seul endroit, un seul écran fait tout. Alors, ça fait un changement radical. Et donc, la douleur de l'inflation normative se fait moins sentir. Et peut-être dernier facteur, sans doute aussi d'intérêt, ça facilite la comparaison avec des droits étrangers. Auparavant, pour faire une comparaison de droit, il fallait consulter un livre écrit par Audière ou avoir une connaissance personnelle du droit de notre pays. Désormais, vous pouvez aller le chercher. Vous mettez côte à côte et même à l'intérieur de l'Union européenne, on fait ça constamment. Donc, les gens prennent l'habitude de faire ça. Ce qui, de nouveau, est de nature à nous faire produire plus facilement du droit, des lois, mais ça contribue à l'inflation. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait proposer en observateur de bonne volonté? Pourrait-on mieux rédiger les lois?
ça serait peut-être souhaitable, mais on a vu des contraintes insurmontables qui poussent dans la direction de la multiplication des lois. Et Mistral Goudreau, la dernière fois, vous a entretenu dans le détail comment ça se joue dans le domaine de la propriété intellectuelle. Mais on regarderait un droit fiscal, le droit du travail, le code du travail, mais c'est des monstres. Et sans parler même de tout ce qui touche environnement et urbanisme. Alors, pourrait-on simplifier le droit en codifiant et ou en identifiant des principes fondateurs? Epstein a écrit ce livre très intéressant qui mérite le détour en disant, est-ce que je peux, pour le droit privé, trouver 6 principes fondateurs de manière à ce qu'au fond, les règles s'y ramènent et que dans l'ensemble, une fois qu'on a compris les 6 principes, on se retrouve plus facilement dans le droit privé. Ce n'est plus un collage arbitraire de règles formulées petit à petit dans le détail. Et bon, enfin, vous lirez les résultats. Il dit principe de l'autonomie, principe du droit de s'approprier ce sur quoi on travaille, remonte à Locke, principe du droit des contrats, qu'on puisse échanger pourvu que les 2 parties gagnent, sous réserve de cas de fraude, etc. Bon, transgression des droits, responsabilité civile, enfin, c'est ainsi qu'il montre les fondations. Les très grands cerveaux peuvent arriver à ce type de synthèse. Est-ce qu'une société complexe peut fonctionner, peut carburer à l'aide de ces seuls principes fondateurs et l'élaboration? J'ai des doutes, et d'autres aussi. Peut-on codifier? Les Français ont essayé de codifier des lois qui étaient éparpillées dans des codes. 62 codes, comme vous avez vu auparavant. C'est des codifications, comme on dit, à droit constant. Donc on ne veut pas modifier le fondement des règles, on veut simplement les rendre plus accessibles. Les réactions que j'ai vues sont pour le moins mitigées et même peut-être ça a encore rendu plus complexe ce qui était déjà pas simple. Donc cette idée-là, peut-être pas très fructueuse non plus. Plain language. Il y a eu un mouvement aux États-Unis, je pense que ça s'appelait chez les Américains Plain English, mais on a généralisé Plain language. Ça a commencé dans le domaine de l'assurance. Et on s'est dit, plutôt que d'avoir des contrats petites lettres 10 pages, peut-on simplifier ça de manière à ce que l'assuré potentiel puisse le lire et comprendre ce qui est en jeu. Et il y a eu des efforts remarquables qui ont été faits. Et on a documenté, on a montré ces exemples. Le mouvement s'est propagé vers d'autres langues, mais finalement, on n'entend plus tellement parler maintenant. Qu'est-ce qui est arrivé? Aux États-Unis notamment, vous simplifiez votre contrat, mais là, à un moment donné, il y a un conflit. Et là, ça se rend devant les tribunaux. Et là, les avocats des 2 côtés plaident des interprétations contradictoires. Et là, quand vous êtes le gros joueur qui formule le contrat d'adhésion, vous n'aimez pas perdre les conflits. Donc, vous dites, à l'avenir, on va modifier le contrat. Normalement, dans le contrat, celui qui formule, l'entreprise qui formule, normalement se réserve le droit de modifier. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réintroduire la complexité pour couvrir des exceptions qui ont été plaidées ici. Du coup, ce qui est parti comme un louable effort de simplifier la langue finit par céder devant des contraintes pratiques de ne pas perdre ses procès. Déréglementer. On l'a essayé avec un certain succès dans les années 80. Et puis, on revient à chaque crise. Du moment qu'il y a une crise, comme pour les contrats où on perd le procès, dès qu'il y a une crise sociale ou quelque chose qui est présenté comme une crise sociale dans les médias, on revient à l'idée de réguler par, et là, il faut des lois.
Et donc la déréglementation cède devant les crises et évidemment toutes les pressions dont j'ai fait partie auparavant. Ce qui m'amène peut-être à notre conclusion globale. Est-ce que ça adoucit le positivisme ambiant? Je ne suis pas certain. Et décarboner une résistance du droit objectif de se laisser pulvériser en droit subjectif. C'est-à-dire l'idée que du moment que vous avez un problème social, vous réclamez un droit. Et le droit, vous pouvez être sanctionné devant les tribunaux. Il dit « cette tendance est néfaste pour le droit comme système ». Normalement, quand il y a des droits, il faut un créancier, mais aussi un débiteur précis. Quand c'est des débiteurs anonymes, larges, la société, c'est un concept intenable. Le droit subjectif qui fonctionne devient intenable. Et alors, il finit par cet vœu pieux presque. Il se demande si la solution raisonnable était en chacun de nous, dans une plus grande sobriété à user du droit. Ouais. Alors, conclusion. À la question... est-ce que c'est un emballement temporaire ou une maladie systémique? Je dirais la prolifération des lois me semble là pour rester. Et l'informatisation cache la douleur que ça aurait autrement pu causer. On cherche de plus en plus à réguler des risques sociaux par une régulation ex ante. Les juristes, comme groupe d'intérêt, trouvent leur compte dans l'affaire et poussent pour la complexité et la multiplication des lois. Pourtant, la prolifération des lois a des effets néfastes, il n'y a pas douté. Méconnaissance des lois, ineffectivité, coût prohibitif pour certains de l'accès au droit, frein à l'innovation. Je pense que ces effets sont réels, sont-elles importants? Il faudrait mesurer. Mais ça reste caché, en grande partie, grâce à l'informatisation. Et je dirais, sauf initiative épisodique de simplification, je ne vois pas vraiment de remède sûr à l'inflation du droit. Merci.